Ah. Mm. La louve respire. Tantra, désir et sexualité sacrée. Un podcast intime et initiatique autour du tantra, de la spiritualité incarnée et du féminin sauvage. Miaou. Bienvenue. Je m'appelle Louve, je suis réalisatrice et thérapeute. J'ai réalisé le documentaire Le sang de nos lunes, un rituel qui sublime nos cycles menstruels et nos corps de femmes. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur part sauvage, à leur sensualité, à leur rage sacrée et à leur puissance créatrice. Dans ce podcast, je te raconte des épisodes de mon histoire en lien avec le tantra et la spiritualité, ces univers dans lesquels j'ai pénétré il y a quelques années. J'y parle de mon expérience, de mon vécu à un moment T. C'est une vérité qui m'appartient et qui, comme moi, est en chemin, muable, en évolution permanente. Alors merci de l'écouter avec bienveillance, comme quelqu'une qui offrirait sa vulnérabilité de l'instant au monde, et non pas comme une réalité absolue. Avec joie de découvrir les échos que ces expériences évoqueront en toi dans ces univers. Bonne écoute. Dans ce deuxième épisode, j'ai envie de répondre à la question « Le tantra c'est quoi ? Et à quoi ressemble un stage ?» Je me rends compte qu'en fait le tantra, ça reste extrêmement opaque et peut-être un peu incompréhensible pour des personnes qui n'en ont jamais fait. Donc je crois qu'à ce stade-là, avant d'aller plus loin dans ce que le tantra m'a permis de comprendre de moi-même, dans mon désir, dans le désir de l'autre, dans mes réactions égotiques, dans ma manière de me positionner par rapport au regard des autres, dans ma rencontre avec ma sensualité, dans ma rencontre avec mes limites, ma souveraineté, j'ai envie de vous raconter un petit peu à quoi peut ressembler un stage de tantra pour que vous puissiez plonger avec moi dans ces possibilités. Moi, je vais vous parler du tantra tel que je le perçois. Pour moi, le tantra, c'est s'accepter tel qu'on est. Étymologiquement, ça veut dire tisser avec le tout, en sanskrit. Après, ce dont je vous parle, moi, c'est plutôt du néo-tantra. Le néo-tantra, c'est, on va dire, un chemin qui s'inspire des anciennes traditions du bouddhisme tibétain et du shivaïsme indien, qui sont des courants religieux qui remontent à plus de 5000 ans, qui ont énormément évolué au fil des ans et qui ont été transmis d'abord par l'oralité. Et ce néo-tantra, il a été adapté à l'Occident par toutes les personnes qui l'ont découvert, des chercheurs, des thérapeutes ou des yogis, puisque le tantra et le yoga sont très reliés. Et donc on pourrait dire que c'est un peu un chemin d'expérimentation vers plus de conscience et plus de vitalité, vitalité en lien avec l'énergie sexuelle. C'est un courant qui va proposer des pratiques de libération émotionnelle, de libération énergétique. À ce stade, j'ai pas encore nommé Osho, qui est vraiment le père du néo-tantra, on va dire. En tout cas, celui qui l'a rendu beaucoup plus accessible partout dans le monde. Et donc, il y a des méditations actives qui ont été développées par Osho, qui sont vraiment pratiquées debout, en mouvement, avec l'intention de se rendre plus disponible à la méditation et à la reliance de cœur à cœur ou d'être à être. Il y a aussi des pratiques évidemment donc de connexion à nos centres énergétiques, à l'intérieur de soi et avec l'autre. Il y a des pratiques de mouvement spontané, de toucher conscient. Il y a beaucoup de rituels et de cérémonies. Et si on devait résumer le tantra en 3 mots, ce serait souffle, puisque la respiration est extrêmement présente, mouvement, il y a beaucoup de danse et de mouvement, et son. La musique a une place très importante, le chant aussi. Donc voilà, si je devais vous donner juste cette petite introduction de ce qu'est le tantra, ce serait souffle, mouvement et son, avec l'idée de s'accepter tel qu'on est, dans ses ombres autant que dans ses lumières. Et puis, parce que tout cela reste quand même beaucoup de concepts, j'ai envie de vous raconter comment se passe un stage de tantra, en tout cas tel que moi je les ai vécus. Encore une fois, il n'y a rien de figé, chaque animateur, animatrice va avoir sa propre manière d'organiser un stage, mais on va dire que c'est un peu les grandes lignes pour que vous ayez une idée
de comment se déroule un stage de tantra ou un atelier de tantra. En général, un stage de tantra va commencer par un... Longtemps, on prend soin de nommer le cadre. Et quand je dis on, c'est vraiment les formateurs et les animateurs, où on va vraiment évoquer des règles qui sont assez communes à beaucoup d'écoles, même si certaines vont plus faire le focus sur certains points que d'autres. Il y a des sujets qui reviennent toujours. La confidentialité, en lien avec aussi l'idée de pourquoi pas prendre un nom d'initiation ou un autre nom si on a envie vraiment de rester confidentiel. Donc de jamais nommer les personnes par leur prénom pour raconter des choses qu'on a vues d'elles ou d'eux, ou même si on doit raconter des choses que soi-même on a vécues, ne pas donner le nom des personnes avec qui on a vécu les structures. Je reviendrai aussi sur la notion de structure. Ensuite, après ce long moment où chacun et chacune peut poser des questions sur le cadre, au-delà de la confidentialité, il y a le passage à l'acte sexuel. Dans tous les espaces où moi j'ai fait du tantra, le passage à l'acte sexuel pendant les pratiques est interdit. Chacun et chacune, dans ses chambres, comme un stage en couple ou pas en couple, peut avoir la vie sexuelle dont il a envie. Mais dans le cadre du temple, ou en tout cas des espaces communs qu'on partage de pratique, il n'y a pas de passage à l'acte. Concernant la nudité, elle est possible, comme elle n'est pas du tout obligatoire. Elle est libre, révocable à tout instant, comme le consentement, auquel on est chacun et chacune invité à être vigilant sur sa propre responsabilité, qu'est-ce qui est bon pour soi, revenir vraiment souverain de ses choix et de dire quand il y a un problème ou quelque chose qui ne va pas. Il y a souvent des assistants dans l'équipe d'animation qui vont vraiment accompagner les participants pour que tout soit fluide et que on puisse trouver à chaque instant quelqu'un à qui se confier s'il y a une problématique qu'on rencontre, parce qu'évidemment qu'on va toucher des sujets sensibles, donc c'est hyper important de se sentir en sécurité et entouré tout au long du stage. Donc j'ai nommé confidentialité, nudité, consentement, responsabilité, pas de passage à l'acte sexuel et pas de violence sur soi ou sur les autres. Parce que dans l'espace du tantra, il y a souvent des exercices, des pratiques de libération émotionnelle où on va par exemple libérer de la colère. Donc c'est ok de libérer de la colère en tapant sur des coussins, mais pas de se faire mal à soi, ni de faire mal à l'autre, ni d'abîmer le matériel. Donc voilà les grands points qui prennent plus de temps puisqu'on rentre dans les détails un peu plus en profondeur, mais voilà pour avoir une grande idée. Évidemment qu'on va parler du lieu, des horaires, de plein de choses. Ensuite, une fois que tout le monde a validé ce cadre, il y a souvent des pratiques justement selon les stades de stage, parce qu'il y a des stages plus avancés que d'autres, mais il va souvent avoir des pratiques de danse, de mouvement, de marcher dans l'espace, de se libérer, de danser d'abord pour soi, puis ensuite de danser en rencontrant les autres par le regard, puis par le toucher. C'est très progressif pour rentrer doucement dans d'abord la rencontre et le recentrage en soi avant d'aller dans la rencontre avec l'autre. Ça, c'est des pratiques qui peuvent durer plus ou moins longtemps. La danse est très présente moi, dans les espaces de tantra où j'ai pu évoluer. Il va y avoir aussi des pratiques, des structures collectives. Je pense à une structure en particulier qui s'appelle la Tantra Puja, qui va impliquer un petit peu toute la famille tantrique qu'on compose le temps du week-end ou le temps du stage, et qui va permettre, comme une ronde, de rencontrer tour à tour les différents individus qui composent le groupe, et ce qui va permettre une forme d'harmonisation du groupe, parce qu'évidemment les personnes qui arrivent dans ce stage ne se connaissent pas forcément, et quel que soit le niveau d'avancée qu'on a en tantra, on peut toujours être intimidé par un nouveau groupe, parce qu'on peut être introverti, et en fait le groupe c'est déjà un sujet en fait. C'est une pratique où il va y avoir 2 rondes, une ronde au milieu et une ronde à l'extérieur. Et ces 2 cercles tournent dans le sens inverse. Donc on va à chaque fois rencontrer une nouvelle personne du cercle jusqu'à revenir à la première personne avec laquelle on avait commencé la pratique. Et ça peut être une pratique de connexion par le regard, une pratique d'échange, d'écoute empathique et d'écoute active, une pratique de toucher, une pratique de massage, voilà, il y a plein de choses, ça peut être des micro-pratiques, mais ça prend déjà un bon temps et ça permet de synchroniser vraiment le groupe. Souvent, il y a un temps de déjeuner, parce que là déjà, on a pris une bonne matinée. Donc les temps de déjeuner sont des moments précieux, où on est invité à manger en conscience.
et à chacun et chacune se respecter si on a besoin de temps à soi ou si on a besoin de connexion avec le reste du groupe. Il y a des longues plages horaires pour prendre soin, pour écrire sur ce qui est présent dans les processus qu'on est en train de vivre, sur ce que ça fait évoluer en soi. Évidemment, quelque chose que j'ai pas dit, mais on n'est jamais obligé de participer aux structures qui sont proposées. À tout instant, on peut ne pas participer, juste prendre soin de ça. Parfois, juste être parmi le groupe sans vivre les structures, mais être présent dans l'espace, c'est hyper guérisseur. De la même manière qu'on peut très bien ne même pas être dans l'espace et aller se promener sur le lieu du stage, qui sont souvent des très beaux lieux de stage. Et rien que ça, en fait, ça peut être guérisseur de peut-être juste vivre. En fait, je vais prendre soin de moi, et là, ce qui est pas ok pour moi, c'est de faire une pratique avec d'autres gens, alors qu'en fait, j'ai besoin d'être avec moi-même. C'est ce que je trouve assez merveilleux dans le tantra, c'est que c'est du sur-mesure, de la finesse, d'écoute de soi et du vivant de chaque instant. Et donc après, ces structures de mise en jambe, il peut y avoir aussi, plus ou moins dans l'ordre, dans un ordre différent, des structures de consentement, où là on va vraiment sentir énergétiquement qu'est-ce qui est bon pour soi, sentir sa zone énergétique, son espace énergétique et l'espace énergétique de l'autre. C'est des moments qui prennent du temps aussi pour vraiment s'ajuster et être au plus près de sa souveraineté à chaque instant. Et déjà, reposer les bases de c'est quoi le consentement, apprendre à dire non quand quelqu'un s'approche trop proche de soi. Et puis, il y a aussi des structures qui sont plus engageantes avec du massage. Donc là, ça peut être, encore une fois, des massages habillés, ça peut être des massages à moitié dénudés. Chacun s'ajuste exactement comme c'est bon pour soi. Il y a une écoute et une communication à chaque instant avec son partenaire ou sa partenaire. Donc, veiller à ce que si moi j'ai besoin d'être habillée, et que l'autre aussi garde son t-shirt, ou alors c'est ok pour moi que lui enlève son t-shirt et que moi j'enlève mon t-shirt, mais je garde mon soutien-gorge et ma culotte. Enfin voilà, il y a un ajustement. L'autre va rester en fait en t-shirt, mais voilà. Et est-ce que c'est ok pour moi qu'il me masse ou qu'elle me masse alors que elle est dénudée? Il y a un ajustement qui se fait, et il y a vraiment des temps d'échange qui sont extrêmement précieux et nécessaires avant, pendant et après la pratique. Bon, souvent pendant la pratique, on essaie d'être plus dans le ressenti, mais évidemment, il est possible et il est nécessaire d'ajuster dès que ça demande à l'être. Et donc du coup, pendant ces massages, là, il y a différents degrés. Il y a des massages subtils, il y a des massages avec des objets, il y a des massages avec les mains, évidemment, il y a des massages avec d'autres parties du corps, il y a des massages à deux, il y a des massages en trio, il y a des massages en solo. Donc voilà, il y a tout un panel de possibilités avec des explorations différentes selon les sensibilités des animateurs et la thématique du stage auquel on participe. En tout cas, ça, c'est des structures qui vont revenir souvent avec une progression peut-être pendant le stage. Il y a aussi beaucoup, comme je l'ai nommé tout à l'heure, d'espaces de libération émotionnelle. Souvent, c'est des espaces qu'on va retrouver le matin. Donc, c'est souvent les méditations actives d'Osho, pendant lesquelles il va y avoir des temps de méditation, donc de présence à soi, de respiration, de chant, home chanting, ou de mouvement, ou de danse. Et aussi donc ce moment qu'on appelle un peu le gibberish, où on va vraiment, c'est quelque chose moi que j'utilise souvent dans les ateliers que je propose et que j'adore, où on va vraiment verbaliser comme dans un jargon, dans une langue imaginaire, ce qui nous emmerde, ce qui nous dérange. Ça peut être en mode comme un petit enfant qui se plaint, voilà. Quelqu'un qui se met en colère. Tout d'un coup, on peut avoir l'impression d'incarner d'autres personnages. Enfin, l'idée, c'est vraiment pas de mentaliser, juste de sortir des émotions qui sont présentes à l'intérieur de soi. Et on peut ajouter à cette vocalisation de taper dans des coussins, de taper dans l'air, de bouger, de shaker. Enfin, voilà, le shaking, c'est vraiment quelque chose qui revient aussi beaucoup dans les méditations actives d'Osho. Donc voilà, il y a un panel inimaginable d'outils de libération émotionnelle qui sont aussi importantes que les méditations en soi. C'est de la même manière que le yoga est une préparation à la méditation, ces méditations actives, elles préparent justement l'espace de méditation qu'on va pouvoir s'offrir ensuite, et cette qualité de présence pour observer, pour être en lien avec notre témoin intérieur,
qui va pouvoir de plus en plus au fil de nos pratiques nous aiguiller sur qu'est-ce qui est bon pour moi, est-ce que je me respecte dans ce choix de partenaire, est-ce que je suis à l'écoute de mon désir, est-ce que je peux m'offrir et m'en remettre à plus grand, ou est-ce que j'ai besoin de garantir ma sécurité en étant vraiment dans un contrôle de choix qui est totalement ajusté avec ce dont j'ai besoin maintenant. Bref, la beauté du tantra d'être dans une plus fine écoute du vivant et une grande ouverture de cœur, parce que la plupart de ces méditations de libération, elles amènent aussi à être dans une ouverture de cœur, d'être à être. On n'est plus d'homme à homme, de femme à femme, de femme à homme, d'homme à femme. On rencontre un autre être et une autre essence. Et en ça, pour moi, ça a été un grand chemin de libération aussi dans ma guérison, dans mon rapport à l'homme. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Et d'ici là, je serais ravie de savoir comment vous avez reçu cet épisode, que vous pratiquiez déjà du tantra ou non. Est-ce que ça a fait écho à des expériences que vous avez déjà vécues? Est-ce que j'ai oublié des choses? Vous auriez envie de préciser vos expériences de tantra, des choses qui vous paraissent essentielles à nommer? Est-ce que ça vous fait envie? Je serais ravie de vous lire et d'en savoir plus. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou quel que soit l'endroit où tu écoutes cet épisode. Tes mots, ta vibration soutiennent ce projet et aident le podcast à toucher d'autres personnes qui seront sensibles à ces thèmes. Je te remercie beaucoup pour ton soutien et ta présence et je te dis à bientôt.